Vous êtes en compagnie de Radio Taïwan International et tout de suite, Jean-Yves Heurtebise vous présente son émission Géopolitique en Asie. Chers auditeurs de Radio Taïwan International, bonjour pour ce nouveau podcast de notre émission Géopolitique en Asie. Nous allons développer en fait les podcasts des deux dernières fois en touchant plus particulièrement les conséquences de cette guerre en cours, on peut dire momentanément suspendue par en ce moment le cessez-le-feu entre l'Iran et les États-Unis d'un côté et peut-être, bien qu'il soit beaucoup plus instable, entre Israël et le Liban de l'autre. Discuter d'abord aujourd'hui en conséquence de ces conséquences pour la région qui nous intéresse au premier chef, à savoir l'Asie. Donc, comme on avait évoqué la dernière fois, le véritable enjeu pour Washington dans la région du Moyen-Orient et de l'Asie, c'est de savoir si Washington va pouvoir augmenter ses capacités d'influence stratégique ou si celles-ci vont être diminuées par cette guerre au profit de la Chine. Puisque si on a dans l'idée qu'on est dans une sorte de jeu à somme nulle entre l'influence des États-Unis et celle de la Chine sur le monde et particulièrement sur la région Orient-Asie, la question évidemment est de savoir si les États-Unis pas simplement ont été entraînés dans une guerre par rapport à l'appareil sécuritaire d'Israël et pour, on va dire, des raisons qui ne sont pas que la défense de la sécurité de l'Occident ou même des États-Unis, mais d'abord celle de son principal allié dans la région, qui est aussi pourvu de l'arme nucléaire, à savoir Israël, mais pour d'autres raisons. Donc la première chose qu'on peut dire, c'est qu'il va y avoir en fait très vite, au lendemain de cette guerre, une manière simple d'évaluer en fait sa valeur stratégique, à savoir par rapport à ce qui était l'objectif des États-Unis, à savoir les accords Abraham. Donc c'était quoi les accords Abraham ? C'était en fait l'idée de normaliser les relations diplomatiques entre Israël et les États arabes, à commencer par les Émirats arabes unis et le Bahreïn, qui ont été signataires en 2020, puis le Soudan et le Maroc en 2024. Et initialement, ces accords d'Abraham, qui devaient donc normaliser les relations diplomatiques entre Israël et ses voisins arabes, ça devait être étendu en 2025 au Liban, à la Syrie, à l'Arabie saoudite. Il est évident que dans le cas où on en est ici, ça s'est remis, ça va être pour le moins ajourné. Or, c'était un moyen d'influence très important pour les États-Unis, alors que dans le même moment, la Chine avait un autre projet d'influence en essayant de lier en fait d'autres États du Golfe entre eux, et notamment les Émirats arabes unis et l'Arabie saoudite. Donc la question, ça va être de savoir si en fait il va y avoir une solidification des relations, si l'Iran va être donc le projet de la Chine était celui complémentaire et opposé de relier en fait donc Émirats arabes unis, Arabie saoudite et Iran aussi. Mais toute la question va donc être de savoir lequel en fait de ces deux projets de solidification de la région va en fait valoir. Est-ce que c'est un qui va se faire autour de l'Iran ou autour d'Israël, étant donné que les États du Golfe ont été attaqués par l'Iran, mais à cause de la guerre faite par Israël. Donc ça, c'est on va dire les enjeux stratégiques qui vont se développer au fur et à mesure qu'il va y avoir une forme de retour, retour à une sorte de normale qui ne sera plus du tout la norme, puisqu'il y a encore des tensions extrêmement importantes. Donc la question que l'on veut aborder aujourd'hui, plus précisément, c'est celle des conséquences en fait de cette guerre sur la stratégie indo-pacifique, pas simplement moyen-orientale, mais indo-pacifique des États-Unis, puisque normalement l'Indo-Pacifique doit être au cœur de la stratégie des États-Unis.
Et là, on a des conséquences qui sont des conséquences réelles. Et malgré le fait que Trump parle de victoire, en réalité, pour l'ensemble des pays, comme on l'a dit, évoqué avant, on est plutôt dans une situation de défaite. Donc, parlons d'abord des Philippines, où très vite, en fait, très vite, presque dès le début de la guerre, il y a eu une urgence énergétique nationale qui a été déclarée. Selon les mots du gouvernement, donc il y a un danger imminent qui résulte pour la disponibilité et la stabilité de l'approvisionnement énergétique du pays. Donc urgence énergétique nationale, en effet, donc les réserves de carburant du pays sont passées de 55 jours à 45 jours en moins d'un mois. Les prix à la pompe ont augmenté aux Philippines en plus de 50%. Or, le pays est doublement dépendant de l'économie du Golfe. D'une part, 30% de son approvisionnement en énergie primaire provient du pétrole et celui de la région. Et d'autre part, il ne faut pas l'oublier aussi, 2,5 millions de Philippins travaillent dans la région. Et on évalue leur gain productif à 15 milliards de dollars par an, dont, il faut se rappeler aussi, une partie est renvoyée au pays. Donc ici, on a une situation difficile puisque, évidemment, c'est l'employabilité, les échanges vont être, tout ça va pâtir de la situation. Or, la grande difficulté, on l'a évoqué, c'est que en fait, les Philippines, c'est une démocratie moderne. Les citoyens, généralement, ils tiennent le gouvernement pour responsable et pas la géopolitique mondiale. Donc, il se pourrait ici que Ferdinand Marcos Jr., qui est le principal allié des États-Unis dans la région, puisque c'est la Chine qui est, on va dire, la principale source de pression sur les Philippines. Les Philippines sont soumis journellement pendant longtemps aux pressions des gardes-côtes chinois qui empiètent sur la ZEE des Philippines. Donc si la guerre en Iran devait se traduire par un changement politique aux Philippines, ça serait une perte très grave pour Washington. En Corée du Sud aussi, on voit les effets du blocus. 70% des importations de pétrole brut de la Corée du Sud transitent par là. 35% du NAFTA sud-coréen, et ça c'est essentiel pour la pétrochimie, et peut-être plus important encore, 65% de l'hélium. Et ça c'est nécessaire pour la production de semi-conducteurs. Et cet hélium, il a augmenté de 40%. Donc ça, c'est un effet. Et les grands producteurs de semi-conducteurs vont être confrontés à ça. Évidemment aussi Taïwan, on va y revenir. Or, de plus, on se trouve dans un environnement, on va dire, microéconomique en Corée du Sud qui est compliqué. Donc pendant les semaines qui ont suivi la guerre, la bourse coréenne a enregistré parmi ses pires séances depuis 43 ans. Sa monnaie a atteint son plus bas niveau depuis 17 ans et les réserves stratégiques de pétrole, en fait, ne sembleraient être suffisant que pour couvrir 26 jours de consommation. Et l'OCDE a baissé ses prévisions de croissance pour le pays. Donc le Japon aussi, il pourrait être a priori encore plus impacté. Pourquoi ? Parce qu'il est encore plus dépendant des approvisionnements en pétrole du Moyen-Orient. Et en 2025, la région au Moyen-Orient représentait 94% des importations japonaises de pétrole brut, donc 43% provenant des Émirats Arabes Unis et 39% de l'Arabie Saoudite. Quant au GNL, donc au gaz liquide, là par contre, le Japon a su diversifier ses importations. Et le Golfe aujourd'hui, les pays du Golfe aujourd'hui ne représentent plus que 11% de ceci, et la majeure partie maintenant provient d'Australie, qui, de ce point de vue-là, évidemment, réalise une plus-value importante. Mais à la différence de la Corée du Sud, le Japon possède une des réserves les plus importantes du monde de pétrole, avec 470 millions de barils stockés, soit 254 jours de demande intérieure. Donc le Japon, c'est presque 10 fois plus en termes de stock que la Corée du Sud. Et alors, c'est vrai aussi évidemment, il y a une augmentation du coût du transport maritime, mais c'est vrai aussi pour tout le monde, donc aussi pour les concurrents du Japon. Et peut-être une conséquence, sans doute, c'est évidemment, encore une fois, plus encore un nouveau, on va dire,
une nouvelle politique pro-nucléaire. On sait que ça avait été une grande discussion après Fukushima. Et là, évidemment, la situation au niveau du Moyen-Orient, gaz liquide, pétrole, va relancer la nécessité du nucléaire. Relance du nucléaire qui pourrait être aussi à nouveau à Taïwan évoqué. On sait que pendant longtemps, le DPP, parce qu'il était sur une position écologiste et on va dire a été très longtemps plutôt anti-nucléaire. Mais voilà, il est possible que là, ça relance en fait toute cette discussion, même si pendant longtemps ça a été quelque chose qui était plutôt lié au KMT. Il est possible, il est sans doute souhaitable, même si voilà, il y a des conditions extrêmement importantes, sismiques, cycloniques, etc., qui font que c'est difficile, sans parler aussi du stockage des déchets. Mais ça reste une manière d'autonomie énergétique. Alors, Taïwan, malgré tout, paradoxalement, pour l'instant, fait figure de pays qui, en Asie, a l'économie la plus forte croissance. C'est-à-dire, juste avant la guerre, une semaine après la guerre, le produit intérieur brut de Taïwan a été relevé à 7,71%, contre 3,54% en 2025. Donc un PIB, de croissance de PIB qui est prévu pour 2026 à 7%, c'est énorme. C'est presque 2 fois plus que celui de la Chine. Ça serait, si c'était le cas, ça pourrait être 3 fois plus que celui de la Corée du Sud ou du Japon. Mais évidemment, tout dépend de la durée de la guerre. Tout dépend, et ça, l'IMF a fait des projections. Donc si le FMI a fait des projections, si la guerre devait durer, ça pourrait entraîner une récession mondiale. Donc évidemment, là, il va falloir voir. Déjà, TSMC a aussi prévu une augmentation des coûts. C'est-à-dire que pour l'instant, il n'y a pas de risque pour l'instant de pénurie en termes de stock, mais il y a des risques en termes de coûts. Donc, il faut voir ensuite comment cette hausse des coûts va être répercutée, à quel niveau elle va être répercutée. Mais pour Taïwan, le vrai problème, le vrai défi, le vrai danger, c'est évidemment que là, les États-Unis sont en train de brûler leurs réserves de missiles. Donc là, c'est pas seulement énergétique, leurs réserves de missiles. Et à un rythme non durable. Il faut comprendre qu'il y a 300 missiles Tomahawk qui sont utilisés en une semaine, alors que normalement, on en produit 90 aux États-Unis par an. Donc il y a les États-Unis brûlent le stock de missiles, ce qui retarde leur acheminement d'armes. Donc même si Taïwan passe ses lois, son budget militaire, donc c'est quand est-ce qu'il va avoir ses armes, ça c'est une autre question. Et évidemment, ça diminue aussi la capacité des États-Unis à se trouver en fait dans l'Indo-Pacifique où le conflit pourrait commencer avec la Chine, que ce soit Chine-Philippines, Chine-Taïwan, ou Chine est liée à certaines îles du Japon. Donc c'est évidemment, du point de vue des alliés, des États-Unis dans la région, cette guerre en Iran est quelque chose qui peut légitimement inquiéter, quelle que soit en fait l'issue de la guerre. Le plus important pour eux, c'est qu'elle se conclue de façon assez rapide pour que les États-Unis puissent passer à autre chose et à ce qui devrait être le vrai cœur de leur stratégie mondiale, à savoir cette région Indo-Pacifique. C'était Jean-Yves Heurtebise dans son émission Géopolitique en Asie pour RTI.